Lorsqu'elle rentre chez elle, une volontaire de la Croix-Rouge entendit près d'une voie de garage SNCF dans l'est de la France des sons étranges, à la fois aigus et assourdis, provenant d'un train de marchandises. On eût dit le bruit d'un poste radio perçu à travers un mur. Elle longea le quai et finit par se rendre compte que c'étaient des enfants qui criaient dans l'un des wagons. Elle appelle le chef de gare et à eux deux ouvre la porte. Entassés là, 80 enfants juifs terrifiés, serrés les uns contre les autres. Les nazis les avaient fait monter à Paris avec, pour tout vivre, 2 miches de pain, un peu de fromage et une bonbonne d'eau. Il y avait 18 heures qu'ils étaient enfermés tandis que le wagon s'acheminait lentement vers le Reich. 4 d'entre eux étaient déjà morts. Le voisinage des cadavres, les ténèbres, l'ignorance, la crainte du sort qui les attendait avaient affolé les autres au point d'en plonger quelques-uns dans un état proche de la démence. Pourtant, ces enfants eurent de la chance. On s'arrangea pour les mettre à l'abri. Ils ne devaient jamais revoir leurs parents en supposant que ceux-ci aient survécu au camp nazi. Missio Exploratum va vous conter aujourd'hui l'histoire de ces hommes et ces femmes qui ont sauvé ces enfants au péril de leur vie. C'étaient les bergers de la résistance. Aujourd'hui, dans Missio Exploratum, nous allons vous parler de héros français qui n'ont, à ma connaissance, jamais tiré aucun coup de feu. Et pourtant, leur action mérite d'être connue et reconnue à leur juste valeur. Certains sont morts dans la solitude, la plus totale après-guerre. Quand les Allemands capturaient des enfants juifs, le début de leur anonymisation commençait. Ils leur ôtaient leur plaque d'identité, et la plupart d'entre eux étaient trop jeunes pour savoir leur propre nom de famille. Une petite fille se rappelait parfaitement qu'elle habitait au numéro 16. Mais elle ne se souvenait pas de quelle rue. Hélas, des quelques 15 000 juifs que les nazis capturèrent en France, la majeure partie périt dans les chambres à gaz de l'Allemagne. En fait, ce que je veux vous raconter ici, c'est l'histoire des enfants que les nazis ne purent pas prendre. Il y en eut plus de 12 000 de tous âges, depuis des nourrissons jusqu'à de robustes garçons de 15 ou 16 ans. On en fit passer 4 000 en Suisse ou en Espagne. 8 000 autres subsistèrent en France même, sous le nez des occupants nazis. Les dirigeants de cette opération de sauvetage furent 2 prêtres catholiques et un ministre de l'Église réformée, les révérends pères Chaillet et Deveau et le pasteur Paul Vergara. Le père Pierre Chaillet était un homme nerveux et pâle, avec le regard fatigué d'un savant. Il travaillait de 14 à 16 heures par jour. Le père Théomire Deveau lui ressemblait à ces moines des contes du Moyen-Âge, gros et gras, le teint rose, avec une belle barbe en éventail. Quant au pasteur Paul Vergara, c'était un personnage de petite taille, sec, aux cheveux gris et clairsemés, aux pommettes saillantes. Ces 3 hommes mirent au point une organisation qui recouvrait la France entière et dont le seul but était de protéger les enfants juifs contre les griffes allemandes. À lui tout seul, le père Chaillet réussit à mettre à l'abri plus de 4000 enfants juifs. Le père Deveau, un millier, et le pasteur Vergara, à l'aide d'autres ministres protestants, un millier également. Les autres escapés durent leur salut à toutes sortes de gens qu'inspirait l'amour des enfants et la haine du nazisme. Par exemple, un médecin célèbre hospitalisait les petits juifs dans sa clinique en leur attribuant des maladies imaginaires et de fausses feuilles de température. Il inventa aussi une formule chimique qui permettait d'effacer le mot juif des cartes d'alimentation, l'encre rouge du timbre ayant jusqu'alors résisté aux produits courants. 10 dames, 5 protestantes et 5 catholiques, réunis en comité, parvinrent à sauver 358 enfants au péril de leur vie. Des dizaines de personnes, hommes et femmes, furent emprisonnées pour avoir prêté assistance aux petits juifs. Certaines furent même exécutées. Le père Chaillet, de la Compagnie de Jésus, fut une figure de premier plan dans cette entreprise d'amour du prochain. Après l'armistice de 1940, il a fondé l'hebdomadaire Témoignages chrétiens qui exerça une profonde influence sur la clandestinité, surtout parmi les jeunes qui se mirent à fréquenter le bureau du père Chaillet. Le 26 août 1942, la police de Vichy rassembla des milliers de juifs sur le camp de Vénissieux, qui furent ensuite envoyés en Allemagne. À Lyon, où vivait le père Chaillet, les déportés durent abandonner leurs enfants, plus de 120 en tout, que le prêtre s'efforça de rassembler. Il en trouva 4, à demi morts de faim et d'épouvante au fond d'une cave. Il en recueillit une douzaine d'autres dans la rue. Il en retira 30 d'une caserne où la police les avait placés. Pierre Chaillet fit fonctionner son réseau chrétien. Et il réussit, grâce à son complice, Gilbert Lesage,
qui était le chef du service social des étrangers dans le gouvernement de Vichy, a intégré la commission de criblage du camp de Vénissieux avec l'abbé Alexandre Glasbera. Ils parviennent ainsi à faire libérer du camp 108 enfants de moins de 15 ans, dont Rachel Kaminker et quelques adultes. Ils quitteront le camp le 29 août lors de sa liquidation. Rachel Kaminker est envoyée avec 13 autres enfants dans une maison d'enfants ouverte au château Salmar, à Perrin, dirigée par Germain Chesneau qui leur procure de fausses identités. Pierre Chaillet résolut de soustraire ses protégés aux recherches de la Gestapo, tout en s'assurant qu'ils pourraient être rendus à leur famille après-guerre. Un ancien inspecteur de police prit les empreintes digitales de chaque petit fugitif. On dressa des listes en triple exemplaire avec nom, prénom, adresse et signalement, et on déposa ces documents en lieu sûr. Après quoi, le père Chaillet donna l'ordre à ses assistantes, des jeunes filles de 18 à 20 ans, de parcourir la campagne à bicyclette. Et de parler aux paysans pour connaître leurs opinions politiques et se rendre compte si l'on pouvait leur confier la garde des orphelins. Dans un rayon de 150 km autour de Lyon, ces jeunes filles procurèrent un foyer à la plus grande partie des enfants. Quant aux autres, on les mit en pension dans des institutions religieuses. Auparavant, il a fallu fabriquer pour eux de faux papiers d'identité. Des femmes plus âgées et plus imposantes que les jeunes vélocipédistes prirent le risque d'accompagner les enfants jusqu'à leur nouvelle demeure. Il était difficile d'apprendre leur rôle aux tout petits. Une fillette, quand on lui attribua un nouveau nom, fondit en larmes. Comment maman pourra-t-elle me retrouver quand elle reviendra ? Un petit garçon de 6 ans, de parents hollandais, parlait français avec un fort accent. Aussi avait-il reçu pour consigne de ne pas souffler mot de tout le voyage, lequel dura 4 heures. L'enfant n'ouvrit pas la bouche, mais à l'arrivée on s'aperçut qu'il avait mouillé ses culottes. On m'avait dit de me taire, expliqua-t-il tristement. Incorporés dans des familles paysannes, les petits juifs se mêlèrent sans peine aux autres enfants de la localité, à l'école, comme dans les jeux. De toute évidence, leur origine était connue dans les villages. Et pourtant, seulement une demi-douzaine d'entre eux, à peine, furent dénoncés aux Allemands. Quelques mois plus tard, les autorités nazies exigèrent que les 200 enfants juifs de Lyon leur fût amenés. La police de Vichy demanda au père Chaillet de livrer ses pupilles. Il refusa, tout net, et mit les collaborateurs au défi de retrouver un seul des enfants juifs. On l'envoya en résidence surveillée dans un hôpital psychiatrique en Ardèche. En captivité, il écrivit une lettre ouverte aux catholiques et protestants. Elle fut transmise en fraude, reproduite à des milliers d'exemplaires et communiquée aux 10 000 prêtres et pasteurs de France. Elle invitait les croyants de toute confession à lutter contre Hitler en aidant les Juifs. Libéré au bout de 3 mois, le père Chaillet quitta sa soutane et passa dans la clandestinité avec son organisation. Témoignage chrétien devient l'un des principaux organes de la résistance avec un tirage de plus de 200 000 exemplaires. Pierre Chaillet lui-même fut considéré comme le chef spirituel de la résistance et le général de Gaulle le nomma directeur des œuvres sociales en France occupée. Son quartier général était une pauvre chambre dans un taudis de Grenoble. C'est là qu'il échafaudait les coups de main contre les nazis et il réglait les opérations de sauvetage des enfants juifs. Peu à peu, il étendit ses activités à l'ensemble du territoire. Son équipe comptait plusieurs centaines de personnes de toutes conditions, depuis les jeunes garçons servant d'estafette jusqu'aux 5 comtesses qui accompagnaient les fugitifs. À Paris, en juillet 1942, les nazis arrêtèrent 13 000 juifs et les rassemblèrent au Vélodrome d'hiver, l'immense salle des sports proche de la Tour Eiffel. Dans le quartier environnant, on pouvait entendre les hurlements des femmes à qui on enlevait leurs enfants. Des milliers de Parisiens assistèrent à ces événements et l'horreur qu'ils ressentirent les poussa à agir. Les voisins prirent les enfants et tentèrent de les consoler. Le père Théomire Deveau, un dominicain, envoya des religieuses sur place. Elles revinrent avec une trentaine de petits juifs. Dans la nuit, il les répartit par groupe de 3 et les confia à des familles amies à Paris même. Ils y demeurèrent tant qu'on n'eut pas trouvé d'abri pour eux en dehors de la ville. Puis les religieuses repartirent en mission. Lui-même alla visiter les commissariats de police et se fit confier les enfants, dont Fanny Haidt, 14 ans, arrêtée avec son frère. Le père Deveau envoya un grand nombre d'enfants dans la Sarthe chez un curé ami. C'est là que la famille Leca recueillit Rosette Cohen, 8 ans, qui refusait de se séparer de sa petite sœur de 3 ans, Bambi. Marguerite et Émile Leca se rendirent avec les 2 sœurs et leur fille au Mans et se firent photographier ensemble. En 1944, des soldats allemands firent éruption chez Marguerite et Émile Leca et leur demandèrent si toutes les filles étaient les leurs. Marguerite Leca répondit par l'affirmative, en leur montrant la photo au mur.
C'est ainsi que le père de Vaux commença cette tâche, d'autant plus dangereuse pour lui qu'il s'était illustré avant-guerre dans sa lutte contre l'antisémitisme. Les nazis fouillèrent son domicile et emportèrent livres et papiers. La Gestapo établit une surveillance incessante sur tous ses faits et gestes. Il ne put pas sauver tous les enfants arrachés aux rafles de juillet. Certains retombèrent entre les mains de la Gestapo, qui les parqua dans des camps dits de transit, où ils attendirent le prochain convoi pour la mort. Des enfants qui avaient vécu jusqu'alors dans l'aisance se trouvaient démunis de tout, abandonnés à la malpropreté et à la vermine. Un jour, une volontaire de la Croix-Rouge qui avait pu circuler à l'intérieur de ces camps en fit la description au pasteur Paul Vergara. Le petit homme frémit de rage. Le pasteur Paul Vergara monta une opération folle. Avec l'aide d'une douzaine de femmes ainsi que la sienne, il fabriqua un faux ordre de mission en allemand du quartier général de la Gestapo, demandant la libération des enfants et leur remise aux porteurs de l'ordre. La supercherie comportait de gros risques, pourtant, elle réussit. Au-dessus de la porte du foyer La Clairière, le pasteur Vergara avait écrit ces mots de Louis Pasteur. « Nous ne demandons pas à un infortuné de quel pays il est, ni quelle est sa religion. Nous lui disons simplement « Tu souffres, cela suffit. Tu nous appartiens et nous allons te guérir. » Cette nuit-là, 70 enfants juifs, en haillons, tremblants de peur, franchirent le seuil que surmontait cette noble inscription. Le lendemain, le pasteur s'occupa de trouver une résidence permanente pour chacun de ses protégés. Dans ce but, il entra en relation avec les pères Chaillet et Devaux. Dans le réseau de Paul Vergara, on trouve deux femmes exceptionnelles. Marcel Guillemot, son assistante sociale, et Suzanne Spack, liée au réseau Orchestre Rouge de Paris. À 2 reprises, la Gestapo devait perquisitionner le foyer La Clairière. La première fois, ils abattirent le beau-frère de Paul Vergara. La seconde fois, le 16 février 1943, grâce à une information de Suzanne Spack, ils purent s'enfuir par une fenêtre sur les toits, sauvant 63 enfants ce jour-là. Toutefois, les nazis emprisonnèrent et torturèrent la femme du pasteur et son fils, lequel fut ultérieurement déporté en Allemagne. Paul Vergara et Marcel Guillemot durent rentrer dans la clandestinité. Suzanne Spack est arrêtée le 8 novembre 1943 et exécutée le 12 août 1944, soit 2 semaines avant la libération de Paris. La plupart des 8000 enfants juifs cachés en France se trouvaient encore chez leurs tuteurs après la libération. 1000 d'entre eux environ furent réclamés par les membres de leur famille qui avaient pu se soustraire aux recherches des nazis. Les autres durent attendre la fin de la guerre pour qu'on les remît à leurs parents les plus proches ou qu'on les adoptât. Ces enfants avaient connu les plus grands malheurs. Ils avaient subi des tourments qui les avaient mûris avant l'âge. Ils avaient vu leurs parents battus puis entraînés en déportation. Eux-mêmes avaient été malmenés. Tout cela restait inexplicable pour l'esprit d'un enfant. Cependant, les gens qui les avaient recueillis s'étaient attachés à eux. Une des mères adoptives déclara « Si les parents de Jeannot reviennent, oh, bien sûr, nous le leur rendrons. Mais s'ils ne reviennent pas, Jeannot est à nous, il n'y a rien à faire. » Un enfant qui a connu la tendresse n'est jamais tout à fait perdu. S'il retrouve l'amour ailleurs, il le reconnaît. À la Libération, Pierre Chaillet est nommé brièvement secrétaire général adjoint au ministère de la Santé. Il vit ses dernières années dans le silence et le renoncement. Le père Chaillet meurt le 27 avril 1972 à 72 ans dans la solitude. Théomir de Vaux s'employait à faire reconnaître la qualité de pupille de la nation aux orphelins qui, leurs parents disparus dans les camps, n'avaient nulle part où aller. Nombre de rescapés ayant bénéficié de son intervention et celle du père Émile Plancart évoquent avec gratitude son action humanitaire et son dévouement vis-à-vis de jeunes juifs qui avaient perdu leur famille et leur foyer. Il recevra la médaille de la Résistance. Il meurt le 28 janvier 1967. Paul Vergara restera pasteur de l'Oratoire du Louvre jusqu'en 1954. Il meurt le 17 avril 1965. Si la France a complètement oublié les actes de ces personnes, car il ne faisait pas bon être un religieux dans l'après-guerre communiste en France, un pays, lui, n'a pas oublié les actes de ces personnes et les a honorés du titre de juste parmi les justes, Israël. Reconnu juste, Pierre Chaillet en 1981, Gilbert Lesage en 1985, Germaine Chesneau en 1969, Théomir de Vaux en 1996, Marguerite et Émile Leca en 1998, Paul Vergara et sa femme en 1988, Marcel Guillemot en 1989, Suzanne Spack en 1985. Et il y en a plein d'autres. Si vous
vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu. Si vous voulez d'autres histoires du même type, abonnez-vous à la chaîne et pensez à activer la cloche pour suivre nos futures publications. Encore merci à vous, vous qui nous suivez.